Nico. Donc, tout d'abord, comment définisseriez-vous donc le métier donc, de député aujourd'hui? Aujourd'hui, il est vaste. Il est vaste parce que déjà, il faut le redécouvrir, puisque nous sommes la première législature où il n'y a plus de cumul des mandats. Ça change beaucoup le rôle du député, puisque le député, jusqu'à présent, avait beaucoup un rôle en local, et donc avec beaucoup de représentation aussi en local, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'instances où de fait on ne se posait pas la question de la présence du député, puisque en général il y avait une personne qui avait plusieurs casquettes. Aujourd'hui, donc il n'y a plus ce rôle décisionnaire en local par un mandat exécutif. Cependant, par l'élection qui se fait en local, il y a toujours une attente très forte de l'influence qu'un député va pouvoir avoir sur les activités dans sa circonscription. Je suis dans la deuxième circonscription de Vous expliquez un peu les villes, parce que c'est vrai que ce n'est pas les arrondissements. Des fois, les gens peuvent comprendre arrondissement et circonscription. Effectivement, donc la deuxième circonscription, pour le coup, elle est un peu plus claire que les autres, puisqu'elle se limite à 2 arrondissements, que sont les 7e et 8e arrondissements de Marseille. Donc du Vieux-Port jusqu'au Goud, donc tout le littoral sud, et en arrière, c'est délimité par le Michelet et la ville du Prado. Sur le rôle du député, c'est très actif, puisque finalement nous avons cette attente au niveau du local de par l'élection, mais notre véritable pouvoir décisionnaire est à l'Assemblée, à Paris. Donc pour cela, on se rend finalement à Paris toutes les semaines pour pouvoir effectivement siéger, voter les lois, les préparer en commission avec des auditions, mais aussi avec des auditions qu'on peut mener en local. Mais à la fin, il faut effectivement débattre et voter. Et ce qui fait que sur cette législature où nous avons effectivement beaucoup de lois, beaucoup de réformes en cours, nous sommes bien souvent 3 à 4 jours par semaine à Paris. C'est votre premier mandat? Oui, tout à fait. Et quelles ont été vos motivations pour devenir député? Parce que vous étiez avant ingénieur. Oui, je suis ingénieure de formation, je travaille dans le secteur de l'énergie. Pourquoi donc le choix donc, de la couleur de En Marche? Oui. Le choix de la couleur En Marche, c'est parce que effectivement En Marche apportait finalement le pragmatisme, ensuite des valeurs qui m'intéressent particulièrement, la bienveillance, l'honnêteté, justement la diversité aussi, ce sont des choses qui m'intéressent, mais vraiment ce pragmatisme et ce fait de dire en fait on peut tous être acteurs pour peu qu'on suive, qu'on s'organise, et le suivi est très important aujourd'hui. On a besoin de suivre jusqu'à l'usager que les réformes qu'on porte sont appliquées. Et bien souvent, dans toute la chaîne de responsabilité, on va avoir de la perte en ligne et on va avoir effectivement des réformes qui sont engagées mais qui n'atteignent pas le terrain. Et c'est typiquement ce que peut apporter le mode projet. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressée dans ce mouvement En Marche. Vous parlez de transmission, donc c'est des nouvelles personnes qui arrivent. Ben moi, j'aurais pensé, enfin en ce qui me concerne, j'aurais pensé de nouvelles personnes, nouveau aussi logiciel. Et j'ai l'impression, malheureusement, que vous avez parlé de transmission, les anciens transmettent aussi donc, aux nouveaux arrivants, des anciens logiciels, des anciennes méthodes, des anciennes pratiques. Alors les logiciels, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils sont beaucoup portés par, en fait ils sont dans le cadre, dans l'institution, dans les habitudes des institutions, et les institutions elles sont beaucoup plus larges que les politiques. Il y a tous les fonctionnaires, c'est énorme, et donc c'est vraiment en fait une politique de changement global qu'il faut mettre en œuvre, et effectivement petit à petit changer le logiciel. Donc il faut porter l'idée, et il faut petit à petit l'innerver dans toutes ces couches-là, et c'est très très long. Il y a énormément de personnes qui sont en jeu, il y a des mécaniques qui sont rodées, qui sont huilées, qu'il faut petit à petit revoir. Donc, comme je vous l'avais expliqué, afin donc, de faire découvrir donc, notre compile qui va vous être offert à vous ainsi qu'à tous vos confrères de l'Assemblée nationale, nous avons fait donc un tour de France. Donc c'est des micro-trottoirs où on a été rencontrer des gens, où on leur a posé donc, des questions afin de leur faire découvrir déjà notre projet, échanger avec eux et partager un peu nos opinions et sur aussi le métier donc, de député, et surtout une question: qu'est-ce qu'un amendement? Je vais vous laisser regarder quelques réponses. Donc là, on est à Avignon, puis Clé. Du coup, un amendement, c'est une partie de proposition de loi. Qu'est-ce qu'un amendement? Un amendement,
C'est un texte de loi, comme il l'a dit. Un amendement, c'est pour te mettre à l'amende. Un amendement, c'est un projet de loi qui est donné par les députés et tout, je crois. Vous constatez qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ont du mal avec déjà à définir ce que vous faites et aussi à identifier vraiment votre rôle au quotidien. Oui, c'est une réalité, c'est pas simple de se représenter, finalement un métier tant qu'on l'a pas concrètement touché du doigt, et puis ensuite en avoir la mémoire. Donc l'expliquer aux citoyens que ça va toucher au premier chef, l'application des lois va les toucher au premier chef, nous touche tous. Mais par contre, aller leur expliquer comment ça se concrétise, justement, le fait de voter une loi et de l'appliquer, c'est un peu compliqué. Les amendements, effectivement, c'est un peu une nébuleuse. Pensez-vous pas qu'en fait, les politiques devraient faire plus de pédagogie dans ce domaine pour que l'individu lambda puisse comprendre un peu qu'est-ce qu'un amendement et comment on structure les lois et comment elles sont votées et comment du pourquoi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et effectivement, on essaie chacun à notre échelle de faire des réunions publiques, de parler de ce qu'on fait. Mais globalement, je pense qu'effectivement, il y a un retard qui est pris avec des institutions qui, effectivement, peut-être sont restées trop dans leur cadre institutionnel. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce projet que des jeunes aillent offrir donc, sous forme de CD, donc d'une compil, sous forme donc, de musique des amendements aux députés? Oui, mais je pense que toute forme de communication qui permet à chacun de se rencontrer est intéressante et oui, c'est une bonne initiative et d'écouter effectivement des propositions, chacun sur le format qui lui convient, puisque c'est ça le but en fait, c'est d'avoir différents canaux d'expression qui permettent à chacun justement de pouvoir apporter sa contribution à cette fabrique de la loi qui est l'Assemblée nationale. Et donc, une fois que vous aurez reçu donc, le cadeau, donc début d'année prochaine, déjà, première question, est-ce que vous l'écouterez? Bah oui. Oui, je peux pas vous dire non, là je suis sous la caméra. Non. Non. Bien sûr, je le ferai, oui. Et donc, est-ce que vous voterez donc, un morceau? Comme je l'ai expliqué, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un ou deux morceaux, qui soient choisis parmi tous les titres qui ont été proposés, donc les différents amendements proposés, et que vous en choisissiez un ou deux, et que ce morceau, ou ces deux morceaux soient votés, non seulement votés, et en plus qu'ils soient récités a cappella dans l'enceinte de l'hémicycle. A cappella en chant alors? Non, récité, voilà, récité. Parce qu'on n'a pas le droit de chanter. Mais ce qui est certain, c'est que oui, je les écouterai. Après, effectivement, retenir ce que je trouve intéressant. Je vais vous montrer un document, je pense qu'il va vous parler. Oui. Donc, c'était une liste, donc je vais reprendre les termes, c'était une liste non exhaustive donc, des principales mesures portées donc, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour relancer le pouvoir d'achat. C'est bien ça? Et donc, vous avez dit en plus, enfin, vous avez écrit, nous faisons ce que nous avons dit. Donc, ce sont les propos d'Emmanuel Macron, les propos de campagne. Vous n'avez pas l'impression de mettre les Français à l'agonie avec ce type un peu de programme quand vous dites que vous promettez, en fait, vous avez fait ce que vous avez promis aujourd'hui? De mettre les Français à l'agonie? Oui. Alors, ce tableau, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il récapitule du coup les différentes mesures pour améliorer le pouvoir d'achat qui ont été mises en place donc, par la première loi de finances qui avait pour vocation de donner la ligne directrice pour les 5 années à venir. Donc, ça, c'était l'an dernier. Et cette année, donc, c'est finalement l'application pour l'année à venir, mais qui suit le cap décrit dans la première loi qui était pour les 5 ans. Donc ce sont tout un tas de mesures de pouvoir d'achat et qui sont réelles, qui se mettent en place au cours du temps. C'est pour ça qu'il y a 5 colonnes pour jusqu'à 2021. Voilà, pour tout le quinquennat. Aujourd'hui, on a un taux de non-recours sur tous les droits qui est très élevé. Donc il y a des mesures sociales dans ce pays. Elles ont été accentuées par les lois de finances que nous avons commencé à voter. Mais il y a un sujet sur l'accès aux droits en France.
et sur justement l'accompagnement humain que l'on peut porter, que l'on peut apporter. Et ça, il faut clairement, ça a été décrit dans le plan pauvreté, qui pour moi doit être accéléré, qui explique justement qu'aujourd'hui, on doit travailler beaucoup plus sur l'accompagnement social, sur le fait de juste se parler les uns les autres, faire de la pédagogie sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a en France, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on s'écoute mieux les uns les autres, comment on concerte. Et ce lien-là, aujourd'hui, il faut l'admettre, ce n'est plus l'administration qui l'a, ce sont les associations. Parler d'un ressenti donc, de l'injustice sociale, des inégalités sociales qu'on voit. Les SDF dans la rue. L'histoire donc, des réfugiés, on en parle comme des statistiques, des quotas. Le professionnel, le commerçant, que ce soit la TPE, PME, donc, qui paie lui donc, des impôts, d'accord ? Et qu'à côté de ça, il va voir des grandes structures comme McDonald's, Starbucks, qui lui ne paiera pas. Donc ça aussi, ça crée un malaise. Les services médicaux, aujourd'hui, que ce soit les pompiers, médecins, SMUR, infirmiers, donc ils n'ont plus, aujourd'hui, c'est les moyens aujourd'hui pour travailler, on le voit, la désertification donc, dans certaines régions des hôpitaux, parlons aussi de la police, qui n'a pas les outils pour pouvoir faire ce dont on lui demande, qui n'ont pas les moyens. Et de l'autre côté, on voit qu'on fait des cadeaux, donc, des cadeaux fiscaux, 25% des plus riches de la population. D'accord ? Après, on a aussi le problème du réchauffement planétaire. Gros souci. La traque toujours perpétuelle des conducteurs. Ça n'arrête pas. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre une ville comme Paris, il y avait 12 000 avant PV. Aujourd'hui, de 12 000, ils sont passés à 80 000 PV sur un an. Vous voyez, les nouveaux contrôles techniques qui ont été mis en place, l'augmentation du prix du carburant, la chasse aux véhicules diesel. Là, vous, en tant qu'ingénieur, ça c'est une petite aparté personnelle que je vais faire. À un moment donné, il faut laisser les choses faire par les bonnes personnes. Je parle, enfin, ce qui me concerne, l'environnement, ce n'est pas les politiques. C'est pas les scientifiques qui doivent le gérer. Parce que pourquoi? Non, mais on paye le diesel, c'est pas le particulier, lui, un matin il s'est levé, il va faire aller tout le monde le diesel. Non, c'était une politique de l'État qui a été menée depuis plus de 30 ans, où on a tous poussé, même dopé le fait de vendre des voitures diesel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous explique? Ben non, ben la voiture diesel, il faut la jeter. Et on nous parle aussi de prime. D'accord avec moi, c'est pas avec une prime de 3 000 € quand la voiture en vaut, même prime incluse, alors on va encore 25 ou 30 000. Le particulier, il va sortir d'où? Il ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on nous demande de prendre des choix, et en plus, c'est qu'aujourd'hui, ça leur est sorti comme ça de la tête, bon, on va sortir, on va partir dans l'électrique. Mais les problèmes de batterie, etc., et dans 30 ans, c'est pour faire quoi? Ils vont dire quoi? De jeter encore nos voitures électriques pour en prendre des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ce problématique-là que le particulier ou le peuple aujourd'hui, ben, il se sent un peu floué ou qu'il a du mal. Donc après, l'augmentation des radars, je ne parle plus, les péages aux entrées des villes. Est-ce que vous entendez aujourd'hui, vous, donc qui faites partie donc, du parti donc, En Marche, hein, bien entendu, vous entendez un peu cette colère du peuple? Parce que vous entendez qu'on a l'impression que le président, ben, il ne veut pas trop parler, ou il est un peu en retrait, ou un peu en observation. Est-ce que vous le ressentez? Oui, mais bien sûr, la colère. Mais de toute façon, enfin, l'engagement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça venait aussi de ça, du fait que assez de voir effectivement que c'est toujours plus difficile pour finalement les personnes fragiles, que effectivement on a finalement un déterminisme de la pauvreté qu'on n'arrive pas à briser. Enfin, cet engagement, effectivement, il vient de là. Et aujourd'hui, quand vous parlez de l'état de notre système de santé, c'est pas quelque chose qui date d'1 an et demi. Voilà, tout ça, les politiques énergétiques, effectivement, écoutez les scientifiques, je demande que ça. Ben, c'est aussi ce que ce dont le peuple, je pense, a peur un peu, c'est que les gouvernements se succèdent, droite, gauche confondus. Là, en plus, vous apportez du son neuf, un nouveau gouvernement, mais on a l'impression aussi que ça ne change pas, ça n'évolue pas. Je vais vous montrer juste un petit document. Donc, au fait, donc là, c'est quoi? C'est le salaire d'une personne, avec toutes ces charges qui sont déclinées en dessous, donc que ce soit la voiture, l'eau, etc. Et on constate quoi à la fin du mois? Que la personne, aujourd'hui,
C'est une vraie réalité. Hein. Beaucoup de Français aujourd'hui subissent cette réalité avec un salaire de 1 200 €, comme ça vous est présenté, avec les charges fixes. Elle finit l'année, le mois avec moins 800 €. C'est bien ça. C'est ce qui est marqué. Oui, et c'est vrai que ces personnes-là, quand vous leur parlez, vous, de vos politiques, de ce que vous voulez mettre en place, etc., pour eux, c'est pas palpable. Mais par contre, leur découvert à la banque, tous les mois, ou c'est même pas la fin du mois, c'est au 15 du mois, ils le ressentent. Oui. Non, mais il y a un enjeu sur le budget mobilité. Donc je vous parle toujours de cette colère. Et au fait, cette colère est due à ça. C'est qu'aujourd'hui, le peuple se sent aujourd'hui l'impôt qui est le cœur de la colère. Aujourd'hui, par rapport aux gilets jaunes, c'est l'impôt donc qui est au cœur de la colère. Et on a eu les chiffres qui sont sortis. On est le premier pays même du monde. 48,4% de la richesse nationale, l'impôt. Donc au fait, moi je travaille sur les 100 €, l'État me prend pratiquement 50%. Et il n'est pas associé. Hein. C'est ça. Parce qu'il ne travaille pas avec moi. Que je sache. Ou c'est un associé invisible. Vous êtes d'accord avec moi? 50%. Non, mais c'est aujourd'hui, il y a clairement de toute façon les impôts, c'est un sujet en France. Après, je crois qu'il faut aussi se dire qu'on a la dette publique à faire baisser, qu'on a un énorme travail de rationalisation, à faire sur nos institutions. Et ça, on est en cours de le faire. Et en 1 an et demi, on ne peut pas tout changer. Mais oui, je suis d'accord, c'est compliqué. Les chiffres que vous montrez sont difficiles. Moi, je vois un budget mobilité qui est trop important. Et clairement, ça, c'est une loi qui est à venir et on doit travailler sur les mobilités. C'est pas possible d'avoir un coût aussi important des mobilités. Il y a un budget loyer qui est important. Et c'est vrai, parce que d'un côté, vous baissez donc les cotisations sociales, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Augmentation de la CSG. D'un côté, vous baissez donc la taxe de l'habitation, voire la supprimer dans le temps, d'accord? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On a la taxe du carburant qui augmente. Donc en fait, c'est toujours, tiens, je te donne, mais je te reprends. Je te reprends. Oui, et le peuple, là, aujourd'hui, c'est ça qu'il a du mal. À chaque fois, c'est calculé pour que le résultat soit positif. Je vous entends, hein, mais la vraie problématique, vous voulez avoir un interlocuteur. Ils ne veulent pas parler. Ils veulent de l'action aujourd'hui, je pense. Et vous savez aujourd'hui ce qu'ils attendent. C'est par rapport à ce pouvoir d'achat. Vous fassiez quelque chose que le gouvernement... Des revendications. Non, mais ça c'est trop facile, ça, madame. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand un enfant aujourd'hui vient à la maison, il a fait une bêtise, etc. Il faut bien faire un choix dans tout ça. Il faut bien justement dialoguer pour pouvoir petit à petit prioriser, mettre en place, accompagner. Moi, je peux rassurer, donc si je dois rassurer Monsieur le Président, c'est pas sa tête. Mais par contre, c'est baisser, augmenter le pouvoir d'achat. Déjà, l'essence, et c'est pas fini l'essence encore, je suppose. Il reste encore 3 ans et demi, 4 ans de mandat. Donc des augmentations. Oui, d'augmenter. Mais par contre, il y a une forte part qui est due à l'augmentation du baril, et le prix du baril est en train de rediminuer. Il y a 50 000 personnes qui meurent par an d'arrêt cardiaque en France. Vous le saviez? Oui. D'accord, qu'est-ce qu'on fait en France pour ça? Mais justement, on travaille sur les défibrillateurs. Oui. Mais est-ce qu'on les a déployés suffisamment, les défibrillateurs? Il y a un déploiement dans toutes les zones publiques. Il y a un sujet sur, effectivement, quels sont les défibrillateurs qu'on déploie. Mais oui, ils sont largement déployés. Il y a une volonté de former de plus en plus de secouristes. J'ai participé là-dessus, je peux vous le dire, sur le déploiement. Et alors, si sur le terrain, c'est pas satisfaisant, dites-le moi. C'est pas satisfaisant. D'accord. Vous avez des villes comme Monaco, où c'était celle-là, vous avez un défibrillateur, même aux États-Unis, vous avez un défibrillateur tous les 1 km. Vous savez comment on fait pour ne pas mourir, enfin, pour éviter que le chiffre des 50 000 morts par an d'arrêt cardiaque puisse baisser. C'est juste les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes. Agir et rapidement. Vous savez où se trouve le défibrillateur le plus proche d'ici? Est-ce que vous en avez un dans le bâtiment? Il y en a forcément un dans le centre commercial du Prado. Mais qui est où? Qui est à 500 mètres. À 500 mètres. Donc il vous faut 4 minutes aller-retour. Quand une personne ici est victime d'un arrêt cardiaque, allez chercher et revenir. Et en plus, il faut qu'il soit ouvert, le centre commercial. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc à côté de ça, donc moi je veux bien vous 8 écouter. minutes le délai d'intervention des pompiers à Marseille. Les pompiers, moyenne de France c'est 10 minutes. Après ça 8 dépend. minutes, les pompiers à Marseille. Oui, mais quand on est victime d'un arrêt cardiaque, madame, c'est les 5 premières minutes. Les premiers gestes sont importants et qu'il faut former les citoyens aux premiers gestes. Et est-ce que là-dessus aussi on les forme? Mais c'est en cours de déploiement. Régulièrement, vous avez des actions de la préfecture de police et des gendarmes sur l'espace Bargemont à Marseille. Oui, donc mais c'est encore très peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que par exemple, autre chose, par exemple, vous avez mis 20 000 € sur... c'est très bien, ça concerne la musique, donc nous on peut le concerner. Hein. C'est le plan choral, je crois qu'il s'appelle. C'est ça? Ah, le plan choral. En 2019. Le plan choral, donc c'est une... école, collège, dans chaque école, collège, je crois, un truc comme ça, les enfants, on va les aider à pouvoir la pratique de la musique. C'est bien ça. J'ai pas c'est 20, ce oui, c'est chiffre en tête, c'est 20 millions d'euros, pardon. Mais à côté de ça, je trouve que on a du mal à mettre l'argent, enfin, en fait, c'est ce qui remonte un peu, l'argent, parce que tout le monde paie les impôts, on n'est pas contre payer des impôts. Mais le peuple aujourd'hui a l'impression que c'est mal utilisé. Et que c'est toujours les mêmes qui payent. Mais écoutez, c'est entendu et c'est ce que j'ai essayé de vous apporter comme réponse en disant qu'il fallait effectivement travailler à sortir les institutions, à rationaliser le fonctionnement, à fonctionner justement en mode partenarial pour que chacun se parle et que les actions arrivent sur le terrain. C'est du travail. Oui, beaucoup de travail. C'est tout le mal que je vous souhaite de pouvoir continuer et persister là-dessus. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer des jeunes personnes donc, qui endossent cet uniforme, parce que c'est pas facile. C'est plus facile d'être de l'autre côté, critiquer, ça je vous l'admets, que d'être aussi acteur. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci, moi aussi. Bon. Ça m'a fait plaisir pour cet échange. On se reverra donc peut-être à Paris. Oui, à Paris. En tout cas, vous nous écouterez. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour écouter la sélection d'amendements.